Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va prendre de la hauteur, on va faire un peu de géographie, de sociologie, on va parler du cœur de la Réunion, on va aller à Mafate, c'est un cosmo réunionnais. Et celui qui va être notre guide ce soir, bonsoir Nol Jakou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, officiellement votre profession? Je suis psychosociologue. Alors, c'est le psychosociologue qui va nous parler donc de Mafate. C'est quoi un psychosociologue? Oh, c'est quelqu'un c'est un agent de développement des individus qui vivent dans un milieu donné, dans un contexte donné. Le psychosociologue est à l'articulation entre le développement personnel et l'existence collective dans laquelle se meuvent les gens. Quand on a ces outils pour mieux connaître un environnement, quel regard on porte sur un endroit comme Mafate qui, vous avez choisi une époque particulière bien sûr, mais quel regard déjà quand on quand on a un regard extérieur? C'est difficile de généraliser. Je peux parler de mon regard et de mon expérience. Voilà, exactement. Mais quand je dis extérieur, c'est à l'extérieur de Mafate. Je veux dire que ce soit, même pour moi, qui suis à l'extérieur de Mafate, quand je le regarde, j'aurai un regard toujours presque carte postale ou pittoresque. Ouais. Aujourd'hui, sans aucun doute, oui. Avec le tourisme qui s'est plus que développé, qui a envahi tout, qui a ravagé tout, effectivement, on n'a plus que des images de cartes postales. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de Réunionnais l'ignorent, mais la vie a beaucoup évolué à Mafate. Les conditions de vie ont évolué, les choses ont changé, mais nous n'avons pas les informations. Qu'est-ce qui peut surprendre quand on regarde Mafate aujourd'hui et on regarde Mafate juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Monsieur Ramoudou, je ne suis pas remonté à Mafate depuis 10 ans, 12 ans. Donc je ne peux parler que de mon regard, je vais dire, pour être très clair, entre 2005 et la création du parc national. Mais après, je me garderai bien de me prononcer sur les évolutions. Mais ce que j'ai vu à l'époque, c'est qu'on était dans une période de transition. C'est-à-dire que on quittait très lentement une socioculture végétale. Ça veut dire que les gens vivaient directement des ressources de leur environnement qu'un environnement végétal avec du bois, avec de la paille, avec des herbes, avec toutes sortes de choses. Et un environnement végétal, une socioculture végétale, c'est très fragile, donc ça disparaît. Et les gens qui utilisaient à l'époque, quand j'ai fait cette exploration pour le commissariat à l'aménagement des Hauts, les gens qui vivaient dans cette socioculture, entre-temps, eux-mêmes, étaient des gens du passé fragile, et beaucoup sont décédés depuis. Quand on parle de végétal à Mafate, c'est un mode de vie de toute façon. Quand on parle du végétal, on parle de la construction d'un environnement où on peut résister. Et quand on parle de ça, est-ce que cette population-là a su résister à l'évolution? Je pense qu'il n'y a pas que la résistance. Il y a une forme de résistance, non pas à l'évolution, mais aux conditions de vie difficiles qui rendent l'existence à la fois précaire, quelquefois c'est une existence de misère. Et les gens de Mafate, lorsqu'ils pouvaient échapper à cette misère, étaient pressés de le faire et d'acquérir les produits qui venaient de l'extérieur et qui leur permettaient de vivre un peu comme partout à La Réunion. Alors, on va rappeler quand même que pendant longtemps, il a fallu porter à dos d'homme ces produits-là pour les amener dans le cirque, jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive et aide au transport des produits. Mais de l'époque où Arnaud Jacot a commencé à essayer de comprendre sa société, 1954, j'ai vu, à aujourd'hui, comment
le cirque a évolué justement? 1954 déjà. Ben, forcément. Non, je trouve qu'il y a plusieurs facteurs, donc il faut en parler. Oui. D'une part, on est dans un milieu enclavé. Un milieu enclavé où il n'est pas facile, à l'époque, d'en sortir. Et pas facile non plus d'y entrer. Donc, les marchandises et les produits qui venaient de l'extérieur arrivaient soit à dos d'homme, comme vous le disiez, soit avec les bœufs panneaux. Le bœuf panneau a été un instrument, un vecteur de transport qui a été transformé dès, je vais dire, vers 85-90 par l'hélicoptère. Et les bœufs panneaux ne pouvaient plus passer sur des sentiers qui n'étaient plus entretenus pour leur passage. Donc, on ne peut plus les utiliser depuis longtemps là-bas. Maintenant, les gens se sont adaptés à l'évolution des choses. D'abord, la résistance, sans doute, à un environnement difficile. Moi, je veux parler un peu en passant du patrimoine, parce que moi, je suis comme les Européens. J'ai une vision un peu idéalisée du patrimoine, et notamment du patrimoine qui séduit les touristes. Je ne suis pas un touriste du tout, ça fait 40 ans que je suis à La Réunion, mais qui séduit les touristes, les touristes trouvent très beau la manière de vivre, tout ça. Pour les gens, c'est la misère. La seule approche qu'ils ont de leur patrimoine, c'est une approche utilitaire. Quand on ne peut pas faire autre chose parce qu'on n'a pas les moyens, on utilise l'environnement, on utilise ce qu'on a. Dès que le niveau de vie augmente, on a envie de s'en débarrasser. Parce que le bois rond, ne peut plus utiliser. D'une part, c'est interdit. En plus, c'est clair, c'est interdit. Mais très rapidement, tous les savoir-faire qu'on connaissait à l'époque pour la fabrication d'ustensiles, de cuisine, ces savoir-faire ont disparu. Ces savoir-faire se sont évaporés. Et les gens, très rapidement, quand ils le pouvaient et quand ils en avaient les moyens, utilisaient, tant qu'ils pouvaient, les produits qui arrivaient de l'extérieur. Parce que c'était plus... C'est un peu le syndrome de la Goëve de France, peut-être. Mais c'était plus solide, plus durable, ça ressemblait moins à la misère à laquelle on voulait échapper. On le voit dans la construction des maisons, par exemple. Au départ, c'était j'allais dire, des constructions sommaires. Avec le temps, ils ont essayé d'améliorer l'habitat. Ben, aujourd'hui, enfin, bon, il faut dire qu'il y a des raisons à la fois, comment dire, pratiques, historiquement pratiques, et il y a aussi les injonctions de l'administration. On en parlait. La construction. Donc, Mafat, c'est un territoire qui appartient au domaine. C'est départementaux-domanial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété privée à Mafat, sauf quelques exceptions, quelques parcelles qui n'ont pas pu être, pour toutes sortes de raisons, rachetées, ce qui appartient à l'évêché en particulier, et dont on n'a pas pu virer les habitants. Donc, l'administration imposait des constructions précaires posées en tant que concession, donc des cases en bois, d'abord en paille et en bois, et ensuite, quand on a pu faire monter les bidons de tôle qu'on martelait, on a vu que les parois des cases étaient protégées par des tôles plates à tôle plate. Lorsque le niveau de vie a commencé à s'améliorer, les gens ont vu qu'ils pouvaient acheter de la tôle ondulée galvanisée. Et il y avait encore, quand je travaillais à Mafat, des cases, je dirais, avec une couverture mixte, des parois en tôle plate et des parois en tôle ondulée. On voyait l'évolution des choses. Maintenant, la paille, ce qu'on appelle la paille, en général, c'est le vétiver. Quand il n'y a pas de vétiver, c'est le fatak. Mais tant qu'on cultivait du vétiver, et le vétiver était utilisé pour couvrir toutes les cases, que ce soit les cases d'habitation ou la case cuisine. Sauf que le comportement du vétiver
est différent selon qu'il y a de la fumée, il y a du bois, du feu, ou selon qu'il est utilisé comme magasin ou comme chambre. Il y a une chose qu'on voit, que ce soit dans l'histoire de la Réunion, la cuisine était toujours à part. Mais à Mafat, le contexte faisait que la maison était vraiment par bout. Ben, c'est-à-dire, oui, là encore, c'est intéressant parce que, bon, j'ai recueilli des plans qui ont été faits en 83. C'était hier, 83. C'était il y a 40 ans. Oui, mais nous sommes beaucoup encore du siècle dernier. Donc, tout à fait. Pour nous, c'est notre jeunesse. Les cases étaient recouvertes de paille uniformément et pas encore de tôle. En 83, ça commençait, mais vraiment, c'était très faible. Et donc, je me souviens plus de la question. Non, je disais que dans la tradition réunionnaise, la cuisine était construite toujours à part. Oui, mais l'ensemble, il n'y a pas de construction de maison comme dans les bâtiments modernes, une maison qui abrite toutes les pièces, les chambres, etc. On est dans une construction qui rappelle systématiquement ce qu'on appelle la cour, c'est-à-dire des cases qui sont dispersées ou réparties sur un certain espace de manière intelligente pour les protéger contre le vent quand c'est possible, les cuisines en particulier, avec toujours à côté de la cuisine des plantations de bananes, bananiers parce que c'est humide et s'il y a un incendie, ça peut aider à éteindre le feu. Mais sinon, effectivement, les cases sont réparties dans la cour. Il y a une raison très pratique à ça. C'est que le bois de forêt, il n'a pas de portée, de dimension suffisante pour construire des bâtiments, c'est que des pièces séparées les unes des autres. C'est sûr. Et ça, c'est quelque chose quand même, j'allais dire, c'est vraiment à Mafat qu'on voit ça, parce que le contexte a amené à ce genre de construction. Oui, mais bon, les choses ont évolué. Les gens, depuis longtemps, les Mafatais, depuis longtemps, ne veulent plus vivre dans des cases en bois et forcément avec bois sous tôle. Il y a, à ce que j'ai vu, plusieurs cases qui sont construites en parpaing. L'hélicoptère apporte le parpaing, ce qui pose problème. Je n'ai pas compris si l'administration le tolère, l'encourage, mais les concessions qui duraient au départ 3 ans, on avait le droit à 3 ans et après, on devait demander le renouvellement de la concession. On était locataire. Les concessions, le temps des concessions s'est allongé. Maintenant, si je comprends bien, il est de 18 ans, ce qui permet aux familles d'avoir un projet, de construire une vie et donc d'habiter aussi de manière extrêmement différente de ce que c'était à l'époque. Il y a eu, dans le développement, je ne sais pas si c'est toujours là, il y a eu des commerces aussi, au moins un commerce à Mafat. Disons, dans chaque îlet, en principe, il y a une boutique. Il y avait une boutique. Bien sûr, dans les années 60, c'est-à-dire au moment où l'ONF s'est créé, 66, et on a créé des coopératives. Les coopératives de production et de consommation. Il y en avait une à Horaire, il y en avait une à Roche-Plate, il y en avait une à La Nouvelle, et les coopératives avaient pour fonction de faciliter pour les habitants, faciliter l'achat et la consommation, de toutes sortes de choses. Des boutiques privées se sont créées, évidemment, dès l'arrivée de l'hélicoptère, et il y a des gîtes qui à la fois font boutique et gîtes. À l'époque, quand j'arpentais Mafat, 2005-2007, il y avait une vingtaine de gîtes. Aujourd'hui, il y en a 60. C'est-à-dire que, oui, le tourisme n'est pas un projet, n'appartient pas à un projet de développement du territoire de Mafat. À mon sens, le tourisme est devenu la finalité. Ce qui permet effectivement d'élever le niveau de vie, donc de modifier la manière de vivre. À l'époque également, le problème du déboisement, le déboisement était un problème depuis toujours à Mafat. Mais c'est qu'on interdisait de ramasser même le bois mort dans tout ça.
Et on a commencé à voir arriver les gazinières avec les bonbonnes de gaz, notamment dans les gîtes, forcément, pour faire à manger. Et je veux dire, les choses évoluent de manière très... pour chauffer aussi. Il me reste 5 minutes dans cet échange-là. Oui, ça va vite. On va poser une question qui va faire sourire. Mais quel a été pour Arnold Jacou le fait qu'il y a eu ce facteur qui était vraiment quelqu'un qui mettait 3 jours pour faire le tour de Mafate, pour livrer le courrier. Est-ce que ça a eu son importance qu'il y ait eu un facteur qui relie un peu tout ce monde? Oui, alors je pense que, je veux dire, dans la mythologie mafataise, probablement que ça a eu de l'importance. Lorsque j'étais à Mafate, j'ai bien connu Ivrin Posé, à la boutique, c'est Grand Place Boutique, on appelle Grand Place École, c'est à mi-hauteur. Ivrin Posé était à l'époque le seul facteur, mais en 2005, c'était plus le seul facteur, il y en avait plusieurs. Il y avait Timon qui habitait les Lataniers, il était aidé par d'autres sous-facteurs, je ne sais pas comment dire. Il y avait le facteur qui venait, Maillot, qui faisait le fond de Mafate, c'est-à-dire le haut, quoi. Je veux dire, depuis longtemps, il n'y a plus un seul facteur, c'est-à-dire le mythe est maintenu, le facteur de Mafate, mais ça ne correspond plus à cette réalité. Ça fait rien, on aime bien les mythes, c'est important. Tout à fait. Ils en ont fait une chanson, et je crois qu'ils lui ont fait une statue. Oui, il y a une statue qui a été dressée en bois de Ivrin, oui. Puis, lorsqu'il est parti, ils l'ont remplacé par 3 personnes, je crois. Oui, mais il est parti. Il a vécu encore longtemps dans sa boutique. Ouais. Ce qui est intéressant peut-être à dire, c'est que la famille d'Ivrin, la famille Posé, possédait en fait la seule parcelle autonome qui restait sur Grand Place. C'est là où la première école de Mafate a été construite, je crois que c'est en 1926, et les bâtiments étaient encore debout, évidemment bien délabrés en 2005. Là aussi, pour montrer l'évolution, l'école a été quand même un lieu particulier, parce que c'était une école où dans une classe, il y avait quand même 2 à 3 niveaux. Oui, c'est ça, c'est l'école où il y a tous les niveaux. Ouais. Mais il faut dire quand même que ce qui est important, pendant toute la première moitié du XXe siècle, on était dans la même logique que celle du XIXe. Il fallait virer les habitants qui détruisaient leur environnement. Et c'est seulement dès l'érection de l'ONF, l'Office national des forêts, qu'on a accepté que la population reste à Mafate, parce que le directeur, qui était, je crois, Miguet, a reconnu qu'il était préférable pour la forêt que les hommes restent encore sur place, même si de temps en temps il y avait des déprédations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est occupé de la population, qu'on a construit des écoles, des gîtes, des trucs médicaux, tout ça. Enfin, Parce qu'il y a un moment, il y avait une réalité, c'est que la présence de ces personnes-là à Mafate n'arrangeait pas tout le monde. Mais c'est pas ça. Il détruisait la couverture forestière. D'abord, l'agriculture sur brûlis, on brûle et on passe, on va ailleurs, tout ça. Et puis, les gens de Mafate ne sont pas des saints. Ils vivent leur vie comme ils peuvent. Moi, j'ai vu encore très, très bien, au début du XXe siècle, 2005, l'ennemi, c'était le gendarme et le forestier. Quand l'autorité était là sur place, on ferme sa gueule, on se cache, on fait profil bas. Mais dès qu'ils sont partis, parce qu'ils ne restent pas, même si le forestier n'est pas si loin, puisqu'il y a 3 stations forestières, mais quand ils sont partis, les gens retrouvent leurs besoins, leurs propres besoins. Parce que le vrai problème de Mafate, et des rapports, et peut-être on pourra en parler plus tard une autre fois, le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais rien demandé, rien proposé, jamais conscientisé les gens de Mafate. On leur a imposé des trucs, comme ils s'en foutaient, on les sanctionnait. Mais il n'y a jamais eu de construction démocratique dans le cirque. Mais c'est vrai aussi qu'entre des gens qui arrivent du littoral avec un mode de vie, avec des moyens beaucoup plus importants, face à des gens qui sont dans un cadre
beaucoup plus rustique, beaucoup plus, j'allais dire, modeste, la communication n'était pas simple non plus. Sauf que personne ne vient du littoral, je ne comprends pas vraiment. Non, l'autorité vient du littoral. Non, c'est l'administration. C'est l'administration qui décide. Je ne sais pas, non, elle décide de manière arbitraire, visiblement. Je veux dire, on est vraiment dans l'histoire de Mafat, j'ai tenté de réécrire ça avec des facsimilés et tout ça, on est dans une logique coloniale. On est dans une logique coloniale, ou on pourrait dire néocoloniale, mais en fait, je décide, tu fermes ta gueule, tu n'as rien à dire. Et certains de mes amis me disent, mais Arnold, c'est pour toute la Réunion comme ça. Arnold Jacou, on va s'arrêter là. Je vais prendre le temps de reprendre les croquis, les photos. Comme ça, on fera un panorama qu'on pourra montrer. J'en ai 10 000 de photos. D'accord. Ben, on essaiera de voir comment on peut travailler. Comme ça, on essaiera vraiment d'aller un petit peu plus au fond et puis de montrer des images et de montrer, j'allais dire, Mafat, pas comme on ne le voit pas, mais de montrer aussi qu'entre ceux qui en font une carte postale et ceux qui y vivent, le regard n'est pas le même sur cet endroit. Merci en tout cas à Arnold Jacou pour ces informations. Que vous êtes psychosociologue, on parlait de Mafat. On va y revenir sur plusieurs émissions. Il y a beaucoup de choses à dire et le travail qu'a accompli Arnold Jacou est vraiment phénoménal. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.